Maintenant, vous êtes sur le point d'entendre l'histoire la plus folle de la façon dont ma femme a réussi à me trahir lors d'une réunion de classe. Et laissez-moi vous dire que je n'ai pas compris parce qu'elle a fait une erreur ou qu'elle s'est sentie coupable. Non, je l'ai découvert parce que quelqu'un d'autre me l'a dit. Et quand j'ai commencé à creuser plus profondément, j'ai découvert quelque chose de bien pire que ce que j'avais imaginé. Ce n'était pas une erreur ponctuelle, un moment de faiblesse, c'était un modèle, une double vie. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis assuré qu'elle le regretterait pour le reste de sa vie. Mais le meilleur, 2 ans plus tard, alors qu'elle pensait avoir tout compris, je suis entré dans sa chambre et j'ai brisé son monde d'une manière qu'elle n'avait jamais vu venir. Mais n'allons pas trop loin. Revenons à la nuit. Tout a changé. Je m'appelle Mark Sullivan et j'ai été marié pendant 26 ans à une femme que je pensais être mon âme sœur, Anna Sullivan. Nous nous sommes rencontrés à l'Arizona State University à la fin des années 90, tous deux pleins de grands rêves et fraîchement sortis du lycée. Elle était le genre de femme qui pouvait entrer dans une pièce et faire tourner la tête aux gens, pas seulement parce qu'elle était belle, mais parce qu'elle avait cette énergie en elle, un rire bruyant, un esprit vif, de manière à vous donner l'impression d'être la seule personne au monde quand elle vous parlait. Nous avons construit une vie ensemble, acheté une maison à Phoenix, élevé 2 enfants, traversé des moments difficiles, comme le fait tout couple marié, et jusqu'à cette nuit-là, je n'ai jamais pensé qu'elle était le genre de personne capable de faire ce qu'elle a fait. Alors, lorsque nous avons reçu l'invitation pour notre réunion des 30 ans d'université, je n'ai pas hésité à y aller. Anna, même si elle en était aux anges. Elle en a parlé pendant des mois. Qui serait là? À quoi doivent ressembler les gens maintenant? Si Eric Langston se présenterait ou non? J'aurais dû prêter plus d'attention à cette dernière partie. Nous sommes arrivés à Phoenix un vendredi après-midi, nous sommes installés dans un bel hôtel près du centre-ville de Tempe et nous nous sommes préparés pour le grand événement. La réunion avait lieu dans un country club privé avec une salle de bal ornée de décorations sophistiquées, un groupe live jouant des succès des années 9 et beaucoup de huées qui coulaient. Nous sommes entrés et c'était comme remonter dans le temps. Les gens que je n'avais pas vus depuis des décennies étaient soudainement des versions plus anciennes des enfants avec qui je traînais. Il y a eu des câlins, des rires et les bavardages habituels, puis j'ai vu Eric Langston. Si vous connaissiez Eric à l'époque, vous vous souviendrez de lui comme du gars qui ne savait jamais quand arrêter. Il avait été obsédé par Anna tout au long de ses études, la suivant partout comme un chiolovique. Même quand elle et moi sortions ensemble. C'était le genre de gars qui pensait que son charme et son argent pouvaient lui apporter tout ce qu'il voulait. Même après notre mariage, Anna et moi, il faisait toujours des petits commentaires stupides chaque fois qu'il nous croisait. Il n'avait pas changé, il était arrogant. Même montre chère, même attitude suffisante. Anna Sullivan, putain, tu as un âge par jour. Lui dit Eric, étendant ses bras comme s'il s'attendait à ce qu'elle saute dedans. Je serrai la mâchoire en regardant le visage d'Anna s'illuminer. Elle rit un peu trop en le serrant dans ses bras et je sentis mon ventre se serrer. J'ai essayé de m'en débarrasser. J'ai fait confiance à ma femme. Puis j'ai continué et j'ai fait de mon mieux pour en profiter. J'ai retrouvé de vieux amis, échangé des histoires et bu quelques bières pendant que le groupe jouait. En arrière-plan, Anna était bée, rebondissant d'une conversation à l'autre, son énergie élevée, son large sourire, et chaque fois que je regardais à travers la pièce, Eric était à proximité. À un moment donné, je l'ai remarqué se pencher pendant qu'il lui murmurait quelque chose à l'oreille. Je me suis forcé à rester calme, ce n'est rien, ils se souviennent juste. Mais ensuite elle a disparu. Au début, je n'y pensais pas beaucoup. L'endroit était grand, les gens bougeaient et peut-être qu'elle sortait juste pour prendre l'air. Mais après 30 minutes, j'ai commencé à regarder autour de moi. C'est à ce moment-là que Chris Bennett s'est approché de moi. Maintenant, Chris était un tireur honnête, il l'avait toujours été. Il était du genre à ne pas s'impliquer dans le drame à moins que ce ne soit quelque chose de sérieux. Alors quand il a hésité avant de parler, j'ai su que ce qu'il allait dire n'était pas bon. Il s'est frotté la nuque à l'intérieur. Mark, je ne veux rien commencer, mais je viens de voir Anna et Eric s'enfuir ensemble. Ça n'avait pas l'air bien. Mec, pendant une seconde je n'ai pas bougé. Je me suis forcé à rire. Tu es sûr que c'est peut-être le cas? Chris secoua la tête. Je n'en dirais rien si je n'étais pas sûr qu'il soit parti par la porte latérale. Ma gorge est devenue sèche. J'ai hoché la tête, gardant mon expression neutre. Merci, Chris, j'apprécie. Il m'a jeté un long regard, puis a posé une main sur mon épaule avant de s'éloigner.
J'ai expiré lentement et j'ai posé mon verre. La pièce parut soudain trop chaude et trop bruyante. J'ai regardé autour de moi, toujours aucun signe d'Anna. J'ai sorti mon téléphone et vérifié mes messages. Rien, ce sentiment de malaise dans mes tripes, ça ne partait pas. J'ai pris une profonde inspiration et me suis forcé à rester calme. Peut-être qu'elle reviendra dans une seconde et je me sentirai stupide de m'inquiéter. Mais elle ne l'a pas fait. Et au fond, je savais déjà que quelque chose n'allait vraiment pas. Le retour à l'hôtel a été calme, trop calme, du genre à faire bourdonner les oreilles. Les rues de Phoenix étaient toujours vivantes, même s'il était presque minuit. Les bars étaient pleins à craquer, les gens riaient et parlaient, les néons clignotaient sur le trottoir et le bruit des moteurs de voitures bourdonnait à chaque feu rouge. Mais à l'intérieur de la voiture, il n'y avait rien d'autre que le léger bruit de la climatisation et le bourdonnement occasionnel du téléphone d'Anna alors qu'elle le faisait défiler, faisant semblant de ne pas être assise juste à côté d'elle. Je gardais mes mains stables sur le volant, mes yeux rivés sur la route, mais mon esprit tournait dans 100 directions différentes. Les mots de Chris étaient encore frais dans ma tête. Je ne veux rien commencer, mais j'ai vu Anna et Eric s'enfuir ensemble. Ça n'avait pas l'air bien, mec. Je me raclais la gorge, forçant ma voix à rester. Quand même, où as-tu fui? Anna n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Je la regardais du coin de l'œil. Chris a dit qu'il t'avait vu partir avec Eric. Cela a attiré son attention. Elle a verrouillé son téléphone, a poussé un gros soupir et s'est tournée vers moi avec une expression agacée. « Oh s'il te plaît, nous étions juste en train de nous rattraper. Êtes-vous sérieusement jaloux ?» J'ai laissé échapper un petit rire sans humour. Jaloux, pas de méfiance, ouais. Elle roula des yeux et croisa les bras. Marc, ne sois pas ridicule. Alors dites-moi ce que vous faisiez tous les deux. Elle secoua la tête comme si elle avait affaire à un enfant. Nous parlions juste, c'est tout. J'ai resserré ma prise sur le volant, parlant de ce qu'elle avait déplacé sur son siège. En regardant par la fenêtre, de vieux souvenirs, la vie universitaire, vous connaissez l'habitude. Alors pourquoi ne m'as-tu pas dit où tu étais? Son expression s'est durcie parce que je savais que tu réagirais de manière excessive, tout comme tu le fais maintenant. J'ai serré la mâchoire et me suis forcé à garder la bouche fermée avant de dire quelque chose que je regretterais. J'ai tourné sur Van Bean Street, en direction du centre-ville de Phoenix, où se trouvait notre hôtel. La route était pour la plupart vide, à l'exception de quelques voitures qui sortaient des restaurants de fin de soirée ou des stations-service. J'ai essayé de me concentrer sur la conduite, mais mes pensées ne voulaient pas s'arrêter. Je connaissais Anna. Je savais quand elle mentait et en ce moment même, elle mentait. Quand je suis arrivé sur le parking de l'hôtel, elle a débouclé sa ceinture de sécurité avant même que je gare le camion. Je suis épuisé, marmonna-t-elle. Je vais me coucher. Et juste comme ça, elle était dehors, traversant le trottoir en direction du hall. Je suis resté dans le camion, les mains toujours agrippées au volant, regardant le tableau de bord. Quelque chose n'allait pas au moment où je suis monté à l'étage, Anna était déjà au lit. Elle s'était changée en un de ses t-shirts surdimensionnés qu'elle portait toujours, les couvertures remontées autour de ses épaules, son dos me faisant face. Elle ne dormait pas vraiment. Je connaissais la différence. Je suis resté dans l'embrasure de la porte pendant une longue seconde, juste à la regarder. La faible lumière de la ville à l'extérieur projetait une douce lueur à travers la pièce, soulignant la courbe de son épaule, la façon dont elle était trop immobile, comme si elle attendait de voir si je dirais quelque chose. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers mon côté du lit, je me suis assis et j'ai passé mes mains sur mon visage. Chris les voyait partir ensemble, et maintenant Anna agissait comme si elle voulait juste effacer toute cette nuit de sa mémoire. Je m'allongeai sur le dos, regardant le plafond. Le climatiseur bourdonnait doucement un rythme régulier contre le silence. Je repensais à la façon dont Eric l'avait regardé plus tôt dans la nuit, à la façon dont elle avait trop ri, à la façon dont elle avait détourné chacune de mes questions. Quelque chose n'allait pas et au fond, je le savais déjà. Le lendemain matin, Anna a agi comme si de rien n'était. Elle s'est réveillée tôt, fredonnant tout en se brossant les cheveux dans le miroir de l'hôtel. Elle m'a même embrassé sur la joue avant d'aller aux toilettes, comme si nous étions n'importe quel couple normal en week-end. Je m'assis sur le bord du lit et passai mes mains sur mon visage. Mon esprit était toujours concentré sur l'avertissement de Chris la nuit dernière, sur la façon dont Nancy avait l'air coupable et, surtout, sur la façon dont Anna m'avait fait taire la seconde fois. Je lui ai posé des questions sur Eric.
Je connaissais ma femme et je savais quand elle cachait quelque chose. Au petit déjeuner, elle me regardait à peine alors qu'elle parcourait son téléphone, en sirotant une tasse de café noir dans un petit restaurant de 1000 avenues. Toutes les quelques minutes, elle souriait à quelque chose sur l'écran, puis regardait par la fenêtre comme si elle n'était pas assise en face de son mari depuis 26 ans, l'homme avec qui elle avait passé sa vie à construire un avenir. Dès notre retour à Phoenix, j'ai pris une décision. J'avais besoin d'une preuve. Le lendemain, je suis entré dans un petit bureau faiblement éclairé et dans le centre de Town Phoenix, pris en sandwich entre un magasin d'armes et un bureau de caution. C'est là que j'ai rencontré Ray Dawson. C'était un exobe d'une 50aine d'années avec une barbe grisonnante et des yeux bleus perçants qui semblaient en avoir trop vu au fil des ans. Son bureau était encombré de paperasse, d'une tasse de café vide et d'une petite pile de dossiers maintenus ensemble par un élastique. Il m'a regardé de haut en bas alors que j'entrais, Mark Sullivan. J'ai hoché la tête et je me suis assis en face de lui. Je dois savoir si ma femme me trompe. Ray s'appuya en arrière sur sa chaise et croisa les bras sur sa poitrine. Il trouva un nom, Anna Sullivan et le gars, Eric Langston. Il attrapa un bloc-notes légal et griffonna les noms. Tu as des raisons de croire qu'il se passe quelque chose. J'ai expiré par le nez. Appelez ça un bon sentiment. Ray tapota son stylo contre le bureau. J'ai des sentiments qui sont généralement justes. Vous voulez juste une activité récente ou voulez-vous que je creuse plus profondément? J'ai serré la mâchoire. Je veux tout. Ray hocha la tête, feuilleta une nouvelle page de son bloc-notes et commença à demander des détails, Anna, mon horaire de travail, mes affaires, mes voyages, mes lieux. Eric avait repéré tout ce qui pouvait l'aider à reconstituer un modèle. Au moment où j'ai quitté son bureau, il avait déjà commencé à passer des appels. Les 4 semaines suivantes ressemblèrent à un accident de voiture au ralenti. Anna a continué comme si rien n'avait changé. Elle passait ses journées à envoyer des SMS, le soir à sortir avec ses amis pour prendre un verre. Elle m'a même demandé de réserver un week-end au spa à Palm Springs, comme si tout était normal. J'ai gardé la tête baissée et j'ai joué l'idiot. Elle n'a pas remarqué que j'avais arrêté de poser des questions. Elle n'a pas remarqué que je n'entamais plus de conversation. Et elle n'a certainement pas remarqué que j'avais commencé à suivre son emploi du temps, à le noter. Chaque nuit, elle quittait la maison. À chaque fois, elle semblait trop pressée de faire une course. À chaque fois, elle s'habillait plus que d'habitude pour quelque chose d'aussi simple qu'une course à l'épicerie. Puis, un mardi après-midi, Ray a appelé. Sa voix était calme, mais ses paroles me faisaient froid dans le dos. Mark, j'ai les résultats. Vous allez vouloir venir pour ça. Dès que je suis entré dans le bureau de Ray, j'ai su que c'était mauvais. Il ne perdait pas de temps en bavardage. Il fouilla dans un dossier en papier cartonné, en sortit une pile de papiers et de photographies et les fit glisser sur le bureau. Je les ai regardés. Mes mains étaient lourdes lorsque j'ai ramassé la première feuille, un reçu d'hôtel d'il y a 4 mois où le nom d'Anna, le nom d'Eric, une chambre au Hilton de Los Angeles. Je serrai la mâchoire et passai au suivant. Un autre reçu, un autre hôtel, il y a 6 mois. Puis un autre et un autre. Ma respiration ralentit alors que je les feuilletais. Il y avait des dizaines de disques s'étalant sur 5 ans. Et puis les photographies. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine alors que je regardais la première image, Anna et Eric entrant ensemble dans un hôtel en plein jour. Un autre, Eric ouvrant la porte d'une pièce tandis qu'Anna se tenait à côté de lui, regardant par-dessus son épaule. Une autre, Anna quittant un autre hôtel, les cheveux légèrement en désordre. Eric le suit quelques pas derrière. J'ai agrippé le bord du bureau, mes doigts enfoncés dans le bois. Ray se pencha en avant, la voix ferme. Votre femme n'a pas seulement triché à la réunion. Mark Scheck rencontre Eric plusieurs fois par an depuis au moins 5 ans. J'ai avalé difficilement, la bouche sèche à chaque fois que j'étais en voyage d'affaires. Ray hocha la tête. À chaque fois, j'expire lentement, sentant mon pouls marteler mes oreilles. Mais il ne s'agissait pas seulement des reçus ou des photos. Ray glissa un dernier document sur le bureau et récupéra des messages textes. Je ne voulais pas les lire, vraiment pas, mais mes yeux bougeaient quand même les mots. Eric, la semaine prochaine, même endroit. Anna, bien sûr que tu me manques, Eric. Comment va Mark? Anna, toujours désemparée. Il est toujours parti pour affaires. Nous aurons tout le week-end. Je me suis forcé à poser le papier. Mes mains tremblaient,
Ray laissa échapper son souffle en se frottant la mâchoire. Je suis désolé, mec. J'acquiesçai, avalant la bile qui montait dans ma gorge. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une erreur de jugement ponctuel. C'était un modèle. Et tout à coup, tout prit un sens. Je me suis garé dans l'allée juste après 18 heures, mes mains agrippant le volant si fort que je pourrais l'arracher. L'enveloppe contenant les photos, les reçus et les messages étaient posés sur le siège passager à côté de moi, son contenu suffisamment lourd pour me serrer la poitrine. La voiture d'Anna était déjà dans le garage, ce qui signifiait qu'elle était à la maison, probablement en train de préparer le dîner, peut-être de se servir un verre de vin, ignorant complètement que j'étais sur le point de larguer une bombe sur son monde. J'ai expiré lentement, essayant de stabiliser ma respiration. Puis j'ai attrapé l'enveloppe et me suis dirigé vers l'intérieur. L'odeur de l'ail et du poulet rôti remplissait la cuisine. Le faible son de la musique diffusée depuis son téléphone sur le comptoir, quelque chose de doux et d'acoustique. Anna se tenait devant la cuisinière en train de remuer une casserole de purée de pommes de terre, un verre de vin à moitié plein à côté d'elle. Elle s'est retournée quand elle m'a entendu entrer, me lançant le même sourire chaleureux qu'elle faisait toujours comme si elle n'était pas une menteuse, comme si elle ne s'était pas faufilée dans des hôtels avec un autre homme depuis 5 ans. « Et, tu rentres tôt ?» elle a dit. « Pourquoi ?» Ses mains sur un torchon. « Je pensais que tu avais une réunion tardive ce soir. » Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers l'îlot de cuisine et j'ai déposé l'enveloppe sur le comptoir en marbre. Il a atterri avec une forte gifle, faisant cligner des yeux Anna en signe de surprise. Elle fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ? » « Ouvrez-le. » Elle a hésité. « Marc, qu'est-ce que c'est ? » ?»« Ouvre-le, Anna. » Pendant une seconde, elle ne bougea pas mais ensuite elle tendit la main, retirant le rabat de l'enveloppe. Elle sortit les premières photos, celle d'elle et d'Eric entrant dans le Hilton de Los Angeles, celle d'elle regardant par-dessus son épaule pendant qu'il maintenait la porte ouverte. J'ai regardé son visage de près. Au début, il y a eu juste de la confusion, puis une prise de conscience. Puis quelque chose de complètement autre, pas de culpabilité, pas de honte, pas de contrariété. Elle posa les papiers et expira brusquement. « Tu es sérieux en ce moment, tu me dis ?» dis-je à voix basse. « Qu'est-ce que je regarde, Anna ?» Elle croisa les bras, penchant la tête comme si je venais de l'accuser de quelque chose de ridicule. « Tu as fouillé mes affaires. Tu as engagé quelqu'un pour m'espionner. » J'ai cligné des yeux vers elle, stupéfaite. C'est avec ça qu'elle menait. J'ai fouillé dans l'enveloppe et j'en ai sorti les reçus de l'hôtel au son nom, encore et encore. Je les ai jetés sur le comptoir. Expliquez cela. Elle secoua la tête, laissant échapper un rire sans humour. Remarquez, cela ne prouve rien. Eric et moi ne sommes que des amis. J'ai senti une vive vague de colère monter dans ma gorge. Amis, j'ai répété ma voix dangereusement basse. Vous rencontrez vos amis dans des chambres d'hôtel plusieurs fois par an pendant 5 ans. Tu penses que je suis si stupide ? Elle a roulé des yeux. Mon Dieu, Marc, tu réagis de manière excessive. Je n'arrive pas à croire que tu sois allé dans mon dos et que tu as engagé un détective privé. C'est fou. Ce qui est insensé, dis-je en me rapprochant, c'est le fait que tu me mens toujours en face alors que j'ai des preuves matérielles. Le souffla-t-elle, attrapant le verre de vin et buvant une longue gorgée, comme si elle en avait besoin pour s'occuper de moi. Vous savez ce qu'elle a dit, posez le verre. Peut-être que si tu m'avais prêté plus d'attention, je n'aurais pas eu besoin de parler à Eric. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Je la regardais, mon pouls battant dans mes oreilles. Dis-le encore. Dis-je d'une voix étrangement calme. Elle leva le menton. Tu m'as entendu. Tu as été tellement absorbé par le travail et tes stupides routines que la moitié du temps, j'ai l'impression que je n'existe même pas pour toi. Alors, oui, peut-être que j'ai apprécié que quelqu'un m'écoute pour une fois. Je laisse échapper une lente inspiration en agrippant le bord du comptoir. Donc c'est ma faute. Elle n'a pas répondu. J'ai ravalé la rage brûlante dans ma poitrine et j'ai secoué la tête incroyable. J'ai récupéré l'un des messages textes imprimés dans la pile, celui dans lequel Eric avait demandé « Comment va Marc, toujours désemparé ?» Je l'ai tenu entre 2 doigts. Étais-je désemparé, Anna ? Là elle jeta un coup d'œil au message, la mâchoire serrée, mais elle n'avait toujours pas l'air coupable. Elle avait juste l'air ennuyée d'avoir été attrapée. C'est à ce moment-là que ça m'a frappé. Elle n'a rien regretté.
Pas le mensonge, pas l'hôtel ailleurs, pas le fait de me faufiler dans mon dos pendant 5 années entières. Elle regrettait seulement de ne pas mieux couvrir ses traces. Cette prise de conscience m'a envahi comme une tonne de briques. J'ai hoché la tête lentement, en expirant par le nez, j'ai compris. Je me tournai et me dirigeai vers le couloir. Où vas-tu? Elle m'a appelé. Je n'ai pas répondu. J'ai juste continué à marcher parce que je savais que si je restais dans cette cuisine une seconde de plus, je pourrais dire quelque chose que je regretterais. Et Anna, elle n'en valait pas la peine. Je restai debout dans le couloir pendant un long moment, fixant le sol, le cœur battant contre mes côtes. Le poids de ce qui venait de se passer pesait lourdement sur ma poitrine, pressant sur moi comme un tas de briques. Anna était toujours dans la cuisine, faisant les 100 pas près de l'îlot, les bras croisés, marmonnant dans sa barbe. Je pouvais entendre le tintement de son verre de vin alors qu'elle le prenait et prenait une autre gorgée, agissant comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Elle m'avait menti en face et elle n'avait même pas essayé de le cacher. Elle s'en fichait. C'est à ce moment-là que j'ai su que je ne pouvais pas rester ici une seconde de plus. Je me suis retourné et suis entré directement dans notre chambre, mes mouvements étaient raides et mécaniques. J'ai attrapé le vieux sac polochon dans le placard, je l'ai ouvert et j'ai commencé à ranger des vêtements à l'intérieur sans réfléchir, quelques chemises, des jeans, des chaussettes, tout ce qu'il y avait dans le tiroir. Je n'avais pas besoin de grand-chose, j'avais juste besoin de sortir. La colère dans ma poitrine n'était plus seulement de la rage, c'était quelque chose de plus profond, de plus lourd. C'était le sentiment d'avoir fini. Je retournai dans le couloir, un sac en bandoulière sur l'épaule, les clés dans une main et le portefeuille dans l'autre. Anna leva les yeux de son téléphone alors que je passais une seconde devant la cuisine. Ses sourcils se froncèrent de confusion. Puis ses yeux se posèrent sur mon sac. Son visage était gonflé. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je n'ai pas répondu. J'ai continué à marcher vers la porte d'entrée, Marc. Sa voix était aiguë maintenant, ses talons claquaient contre le carrelage alors qu'elle me suivait. « Où vas-tu » J'ai attrapé la poignée de porte, je me suis arrêté, je me suis retourné pour la regarder. Elle se tenait à quelques mètres, les bras toujours croisés, mais je pouvais voir les fissures se former dans son expression. Pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, il y eut une lueur de panique dans ses yeux. Elle pensait que j'étais en colère. Elle pensait que j'allais crier, me battre, me disputer. Elle pensait que je resterais. Au lieu de cela, je l'ai juste regardé pendant un long moment et j'ai dit les derniers mots que je lui dirai jamais dans cette maison quelque part, tu ne peux plus me mentir. Puis je suis sorti par la porte. J'ai jeté mon sac sur le siège passager de mon camion, je suis monté dedans et j'ai démarré le moteur. La maison restait silencieuse. Derrière moi, les lumières du porche projetaient une faible lueur sur la cour avant. Pendant une seconde, j'ai cru qu'Anna allait sortir en trombe, essayer de m'arrêter et exiger que je rentre à l'intérieur. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée là à regarder par la fenêtre, téléphone à la main, envoyant probablement un texto à Nancy ou à l'une de ses autres amies pour lui expliquer ma réaction excessive. Je suis sorti de l'allée et je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas conduit loin. J'ai trouvé un hôtel dans le centre-ville de Phoenix, juste à côté de Central Avenue, je me suis enregistré et j'ai payé une chambre sous un nom différent. La fille à la réception m'a jeté un regard curieux, se demandant probablement pourquoi un homme adulte avec rien d'autre qu'un sac polochon avait l'air sur le point de s'effondrer sous les coutures. Je m'en fichais. J'ai pris la carte clé, j'ai trouvé ma chambre et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Au moment où je me suis assis sur le bord du lit, tout m'a frappé d'un coup, 26 ans, fini la famille que nous avions bâtie, disparue la femme que je pensais connaître, disparue. Je laisse échapper une longue et lente inspiration en passant une main sur mon visage. Je me sentais vide. Mais derrière tout cela, il y avait une sorte de soulagement calme et froid parce que pour la première fois depuis des années, je n'avais pas à me poser de questions. Je connaissais la vérité. Le lendemain matin, j'ai fait la seule chose qui avait du sens. J'ai appelé un avocat spécialisé en divorce. Il s'appelait Alan Grave, un homme bien habillé d'une 60aine d'années qui gérait des divorces compliqués depuis des décennies. Son bureau était situé dans un gratte-ciel du centre-ville de Phoenix, avec un grand bureau en chêne et une vue sur les toits de la ville. Je m'assis en face de lui, les mains croisées sur mes genoux, pendant qu'il parcourait le dossier que j'avais apporté, les photos, les reçus, les SMS, les preuves. Au bout de quelques minutes, il posa les papiers, ajusta ses lunettes et me regarda.
Je suppose que la réconciliation ne vous intéresse pas. J'ai laissé échapper un rire haletant. Même pas un peu. Il hocha la tête, tapotant ses doigts contre le bureau. Bien, ça rend les choses plus faciles. Il se tourna vers une page blanche de son cahier. Tout d'abord, nous pourrions tous entrer en contact avec elle. Pas d'appel, pas de SMS. Non, pas de réseaux sociaux, rien. Laissez-moi et mon équipe gérer tout à partir d'ici. J'ai serré la mâchoire et j'ai hoché la tête, c'est fait. Deuxièmement, il a poursuivi, cherchez-vous à combattre cela devant les tribunaux ou voulez-vous une séparation nette? J'y ai pensé. J'ai pensé à la traîner en enfer, j'ai pensé à la faire souffrir, mais à la fin, je voulais juste qu'elle parte. Je m'en fiche de la vengeance, dis-je, je veux juste qu'elle sorte de ma vie. Alan m'a étudié pendant une seconde, puis a de nouveau hoché la tête, c'est la bonne décision. Il attrapa une épingle. Commençons. À la seconde où je suis sorti de ce bureau. J'ai bloqué le numéro d'Anna, je l'ai bloqué sur les réseaux sociaux, je l'ai bloqué sur tout. Je n'allais pas crier, je n'allais pas me battre, j'allais juste disparaître et la laisser me regarder m'éloigner. Une semaine s'est écoulée, 7 jours de silence, 7 jours où je n'ai pas vérifié mon téléphone, je n'ai pas répondu à mes emails, je ne suis pas retourné à la maison. 7 jours où j'ai laissé mon avocat s'occuper de tout pendant que j'essayais de comprendre à quoi ressemblait la vie sans la femme avec qui j'avais passé 26 ans à la construire. Je n'ai pas regretté de partir, je n'ai pas regretté d'avoir bloqué son numéro, mais je me demandais quand la réalité la frapperait. C'est arrivé un jeudi. Ce matin-là, alors que je buvais du café dans ma chambre d'hôtel en train de regarder des appartements, Anna se tenait dans notre cuisine, ignorant complètement que sa vie était sur le point de changer pour toujours. Elle venait probablement de finir sa 2e tasse de café. Portant probablement encore l'une de ses coûteuses cordes de soie, vérifiant sur son téléphone les SMS qui n'arrivaient pas puis on frappa à la porte, 3 tours bruyants et délibérés. Elle ne s'attendait pas à de la compagnie. Elle a traversé la maison, devant les photos de nous sur les murs, devant le comptoir de la cuisine où elle avait autrefois ri avec Eric à propos de messages qu'elle pensait ne jamais voir, et a ouvert la porte. Un homme vêtu d'un costume sombre et de lunettes de soleil se tenait sur le porche, milieu de la quarantaine, expression non-sens. Il a tendu une enveloppe à Anna Sullivan. Elle fronça les sourcils. Oui, il a prolongé l'enveloppe. Tu as été servi, elle s'est figée, ne l'a pas attrapée, n'a pas dit un mot. L'homme attendit 5 secondes, puis poussa un soupir et posa l'enveloppe sur la petite table à côté de la porte. Passez une bonne journée, madame. Et juste comme ça, il s'est retourné et s'est éloigné à la seconde où la porte s'est fermée. Anna se tenait immobile dans l'entrée, regardant l'enveloppe comme si c'était une grenade vivante. Elle s'attendait à ce que je rentre à la maison. Elle avait supposé que j'étais juste en colère, que j'avais séjourné dans un hôtel pendant quelques jours pour me calmer, que je finirais par revenir et que nous parlerions et qu'elle dirait toutes les bonnes choses pour s'assurer que les choses reviennent à la normale. Elle ne s'y attendait pas. Ses mains tremblaient alors qu'elle déchirait l'enveloppe. Dissolution du mariage, État de Californie. Les mots se brouillèrent devant ses yeux. Elle feuilleta les pages, les parcourant comme si elle avait mal lu. Quelque chose comme ça ne pourrait pas réellement se produire. Mais tout était là, mon nom, son prénom, la date de notre mariage, le partage des biens, tout. Elle se laissa tomber sur le canapé, tenant les papiers sur ses genoux, les regardant comme s'ils avaient été écrits dans une langue étrangère. Ce n'était pas temporaire. Ce n'était pas moi qui me calmais, c'était réel. Et pour la première fois depuis que j'avais franchi cette porte, Anna comprenait ce que cela signifiait. Sa main trembla alors qu'elle attrapait son téléphone. Elle a ouvert mon contact et appuyé sur appel. L'appel a échoué. Elle a réessayé. L'appel a échoué. Un accès de panique la traversa. Elle a remonté notre fil de discussion en tapant si vite qu'elle a failli laisser tomber le téléphone. Anna Mark, nous devons parler. S'il te plaît, appelle-moi. Le message est passé, mais après 10 secondes, la petite notification RID n'est pas apparue. Elle regarda l'écran. Puis elle a réessayé. Anna Mark, s'il te plaît, parle-moi. Rien. Pour la première fois depuis des années, son message n'était pas assez important pour que je le lise. Pour la première fois en 26 ans, je n'étais pas là. Sa respiration était irrégulière. Maintenant, elle a parcouru ses contacts et a appelé notre fils, Jake. Il a décroché à la 2e sonnerie. Salut, maman Jake.
dit-elle rapidement en se redressant, j'ai besoin que tu appelles ton père. Il ne me répond pas, il y a eu une longue pause, maman. À quoi t'attendais-tu? Son estomac tomba. Que veux-tu dire? Il ne me parlera même pas, ouais, maman. Jake a dit sa voix plus basse maintenant parce qu'il est en train de divorcer de toi. Elle ferma les yeux. Jake, s'il te plaît, tu ne comprends pas. Je dois expliquer. Explique pourquoi sa voix était plus aiguë maintenant que tu lui as menti pendant 5 ans, que tu as couru avec un nul de l'université et que tu as agi comme si papa était stupide. Sa gorge se serra. Ce n'était pas comme ça, alors comment c'était? Silence, Jake, laisse échapper une lente inspiration. Regarde, maman. Je ne veux pas me retrouver au milieu de tout ça, mais papa m'a raconté ce qui s'était passé et, honnêtement, une autre pause. Je ne lui reproche pas d'avoir laissé des larmes derrière ses yeux. Jake, ne fais pas ça. J'ai besoin de ma famille. J'en ai besoin, alors. Tu aurais dû y penser avant de le trahir. La ligne est tombée en panne. Anna resta assise là un long moment, le téléphone boiteux à la main, à regarder les papiers du divorce. Elle a essayé d'appeler sa fille, Emily, directement sur sa messagerie vocale. Elle m'a envoyé 3 autres messages, rien. Pour la première fois, la réalité la frappa de plein fouet. Je ne reviendrai pas. Je n'allais pas entendre ses excuses, je n'allais plus faire l'imbécile. J'étais parti et elle ne pouvait rien y faire. Le divorce a été finalisé par une chaude journée de mercredi après-midi dans une salle d'audience du centre-ville de Phoenix. Je me suis assis à côté de mon avocat, Allen Grave, et j'ai écouté le juge lire l'accord de règlement. Tout cela semblait surréaliste, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre s'effondrer. Anna était assise en face de moi, vêtue d'un tailleur pantalon bleu marine, les mains soigneusement croisées sur ses genoux. Elle avait l'air fatiguée, plus mince qu'avant, mais elle avait toujours cet air de défi, comme si elle attendait que je change d'avis. Je ne l'ai pas fait. L'Arizona est un état de propriété communautaire, ce qui signifie que tous les biens matrimoniaux ont été partagés à 50-50, quelle que soit l'infidélité. Je le savais dès le départ. Alan m'avait prévenu, même si j'avais une montagne de preuves, reçus d'hôtels, photos de surveillance, SMS. Cela n'a pas d'importance devant le tribunal en Arizona, l'adultère ne change pas la façon dont les biens sont divisés. J'aurais pu essayer de me battre pour une part plus importante. J'aurais pu traîner cette affaire devant le tribunal pendant des mois, dans l'espoir de lui arracher ce qu'elle ne méritait pas, mais la vérité était que je m'en fichais de l'argent, je voulais juste en finir avec elle. Anna a eu la maison à Phoenix, la même maison dans laquelle nous avions construit notre vie, l'endroit où nous avions élevé nos enfants, organisé des anniversaires, décoré pour Noël, mais ce n'était plus la même chose. J'avais pris toutes mes affaires personnelles il y a des semaines. Au moment où j'ai franchi cette porte, la maison a cessé d'être ma maison. Maintenant, il ne restait plus que 4 murs et un rappel de sa trahison et, d'après ce que j'ai entendu de notre fille, Emily, Anna n'y passait presque plus de temps. La maison était devenue trop calme, trop vide, une coquille creuse de ce qu'elle était autrefois. En ce qui concerne ses économies, la répartition était nette. J'ai retiré ma part, un peu plus d'un demi-million de dollars, et je suis parti sans hésiter. Anna avait supposé qu'une fois la poussière retombée, je garderais l'argent pour notre avenir. Après tout, nous avions autrefois prévu de prendre notre retraite ensemble, peut-être d'acheter une maison au bord d'un lac à Prescott ou à Flagstaff, mais cet avenir était mort. Au lieu d'accumuler de l'argent pour une vie qui n'existait plus, je l'ai utilisé pour repartir à zéro ailleurs. Je n'ai pas dit à Anna où j'allais et elle ne le saurait jamais. La fidélité des enfants. De tout, c'était la partie qui lui faisait le plus mal. Nos enfants, Jake et Emily, avaient hésité. D'abord, ils aimaient leur mère et ils ne voulaient pas prendre de risques, mais une fois qu'ils avaient appris toute la vérité, ils ne pouvaient plus la regarder de la même manière. Jake, notre aîné, avait été le premier à le dire, « Maman, tu as ruiné notre famille, pas toi. » Emily n'était pas aussi dure, mais elle s'était lentement éloignée. Au début, elle appelait encore régulièrement Anna, mais au fil du temps, elle a commencé à éviter ses SMS, trouvant des excuses pour expliquer pourquoi elle ne pouvait pas venir lui rendre visite. Le lendemain du divorce, Anna a appelé Jake pour essayer de le convaincre que j'étais le méchant. « Ton père m'abandonne. » La réponse de Jake a été simple, « Non, maman. Il est parti parce que tu l'as brisé et juste comme ça, elle a perdu son lien avec eux deux. » Lorsque le juge a donné son approbation finale au divorce,
Anna a à peine réagi. Elle restait assise là, clignant des yeux devant les papiers devant elle, comme si elle s'était attendue à un miracle de dernière minute, à un moment dramatique où je la regarderais et changerais soudainement d'avis. Mais quand je me suis levé et que je suis sorti de cette salle d'audience sans me retourner, je pense que c'est là que ça l'a finalement frappé. Ce n'était pas temporaire, ce n'était pas une punition, c'était pour toujours. Elle avait passé 5 ans à se faufiler dans mon dos et maintenant c'est moi qui ai disparu. Pendant des semaines après le divorce, elle a tout essayé. Elle a appelé, mon téléphone toujours bloqué. Elle m'a envoyé des emails. Je les ai supprimés sans lire. Elle a supplié nos enfants de me faire lui parler. Ils ont refusé et quand elle a finalement réalisé que je ne reviendrais pas, elle s'est tournée vers la seule autre personne qu'elle pensait avoir quittée, Eric. Je n'étais pas là quand c'est arrivé, mais Jim m'en a parlé plus tard. Anna s'était rendue dans l'appartement d'Eric à Scottsdale dans l'attente de confort, espérant que maintenant qu'elle était libre, Eric s'engagerait enfin envers elle. Mais la seconde, elle a mentionné le divorce, tout a changé. Eric avait ri dans son visage. Anna, que pensiez-vous que c'était? Elle avait tout abandonné pour lui et il s'en fichait même. Eric ne voulait pas de relation. Il ne l'a jamais fait pour lui. Il avait toujours été le frisson, le se faufiler, l'excitation de celle-ci. Maintenant qu'elle était divorcée, le jeu était terminé et Eric, il voyait déjà quelqu'un d'autre. Anna avait passé des années à jeter notre mariage pour lui et, à la fin, elle n'était rien pour lui. Elle avait échangé une vie de stabilité et d'amour pour un frisson bon marché et éphémère. Et maintenant, elle n'avait rien. Au moment où j'ai obtenu les documents officiels par la poste, j'étais déjà dans une autre ville qui installe ma nouvelle vie. J'avais emménagé dans un petit condo à Flagstaff, loin de Phoenix, de Anna, de la maison que nous partagions. Pour la première fois depuis des décennies, j'étais seul, mais je n'étais pas seul. J'étais libre. Anna avait passé des années à se faufiler, pensant qu'elle avait tout le pouvoir, mais à la fin, je suis parti qui est parti sans regarder en arrière. 2 ans s'étaient écoulés depuis que j'ai vu Anna pour la dernière fois. 2 ans depuis que je suis sorti de notre maison à Phoenix avec rien d'autre qu'un sac à duffel. Et la vérité, 2 ans depuis que je me suis assis en face d'elle dans une salle d'audience et j'ai écouté un juge rendant notre divorce officiel. 2 ans depuis que j'ai bloqué son numéro, supprimé chaque message et l'avoir complètement coupé de ma vie. Et maintenant j'étais de retour à Phoenix, mais pas pour elle. J'étais ici pour le mariage de mon fils. Le lieu était magnifique, un domaine privé à la périphérie de Scottsdale, niché contre les collines du désert, avec de grands palmiers bordant l'entrée et une cour extérieure remplie de lumière scintillante. L'air en début de soirée était chaud, portant le péché des agrumés de la mosquite. Je me suis arrêté sur le stand de voiturier dans une location de Mercedes noire, je sors et ajustant mon costume bleu marine. À mes côtés, Lorraine Peterson, une femme que j'avais rencontrée pendant mes voyages en Espagne. Lorraine n'était pas un rebond. Elle n'était pas un remplacement. Elle était simplement quelqu'un qui m'a compris. Comme moi, elle avait laissé une vie qui ne lui a plus servi. Elle avait passé les dernières années à parcourir le monde, à rencontrer de nouvelles personnes, à réviser à nouveau. Nous n'étions pas mariés et nous ne nous précipitions dans rien, mais elle m'a fait rire à nouveau. Elle m'a fait me rappeler ce que c'était que d'être avec quelqu'un d'honnête. Alors que nous nous dirigeons vers la cour, je pouvais sentir les yeux sur moi, des visages familiers du passé, des membres de la famille qui ne savaient toujours pas comment me traiter après le divorce. Et puis je l'ai vue, Anna. Elle se tenait près de l'entrée vêtue d'une robe vert foncé, ses cheveux blonds coiffés comme si elle le portait quand nous étions ensemble. Mais elle n'était pas la même femme que je me suis marié. Elle avait l'air fatiguée, pas de manière physique, elle avait toujours l'air rassemblée, comme si elle avait passé des heures à s'assurer que tout était parfait, mais d'une manière creux et vide, le genre de fatigue qui vient du regret. Au moment où ses yeux ont atterri sur moi, elle se figea. Puis elle a vu Laurence glisser sa main dans la mienne et quelque chose en elle casser. J'ai à peine eu le temps de réagir avant qu'elle ne traverse la cour, ses talons cliquant contre la pierre. Avant de pouvoir dire un mot, elle a attrapé mon poignet, me tirant un arrêt. Nous devons parler. Sa voix était nette, désespérée, assez forte pour que quelques invités se tournent la tête pour regarder. Je n'ai pas tressailli, je ne me suis pas mis en colère. J'ai juste retiré calmement sa poignée de mon poignet. Il n'y a rien à dire. Anna. Lorraine a pris un pas en arrière, me laissant le gérer. Elle n'avait pas. Ce moment pourrait arriver. Le dernier point d'Anna tente de reprendre le contrôle.
Des larmes coulaient dans les yeux d'Anna. Est-elle votre petite amie? Allez-vous l'épouser? Sa voix craquait comme si elle détestait poser la question, mais ne pouvait pas s'arrêter. J'ai rencontré son regard, stable et non botté, ce n'est pas votre affaire. Elle avala, clignant des yeux rapidement, Marc, s'il vous plaît. Elle ne chuchotait plus. Sa voix avait un bord d'hystérie, ses mains serrées à ses côtés comme si elle essayait de se tenir ensemble. Je pouvais sentir tout le monde regarder, certains invités faisant semblant de ne pas écouter, d'autres regardant ouvertement. Mais avant de pouvoir dire quoi que ce soit d'autre, Émilie est intervenue. Elle se tenait près de l'entrée avec son frère et la seconde, elle a vu Anna perdre le contrôle. Elle se dirigea sur ses talons, cliquant contre le chemin de pierre. Elle s'est placée entre nous, regardant directement sa mère, puis, d'une voix plus nette que je n'avais jamais entendu parler de ma fille, elle a dit, « Maman, tu as fait ton choix. Vous avez trahi papa pendant des années. Vous ne pouvez pas y pleurer maintenant. » Se comporter ou laisser le silence. Les lèvres de Anna se séparaient comme elle voulait discuter, comme elle voulait se défendre, mais elle ne l'a pas fait, car il ne restait plus rien à dire. Elle avait déjà tout perdu. Je n'ai pas attendu qu'elle trouve plus de mots. Je lui ai juste lancé un dernier coup d'œil, puis je me suis retourné et je suis parti, la main avec Lorraine. Pour la première fois depuis des années, je me sentais complètement libre. Partagez vos pensées dans les commentaires. Si vous étiez dans des chaussures de Mars, vous auriez-vous comporté différemment avec Anna en essayant de la laisser avec rien après le divorce? Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne et donnez-nous un genre.